Raconteuses et raconteurs, bonjour et bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Quand nous avons imaginé ce podcast, nous nous sommes dit qu'il nous donnerait l'occasion de passer du temps avec des potes talentueux qui partagent notre passion de la narration et de l'écriture. Nous nous sommes également dit qu'il nous offrirait peut-être l'occasion de rencontrer d'autres gens exceptionnels qu'on admirait mais qu'on connaissait moins. Et parmi ceux-là, il y avait un nom qui nous est venu tout de suite. C'est sans doute l'auteur de théâtre que l'on préfère, et cet auteur, c'est Alexis Michalik. Alexis Michalik, c'est 6 Molières, 5 pièces de théâtre qui font salle comble depuis leur création, une comédie musicale qui vient de démarrer, un roman, un film, des BD et bien d'autres choses dont nous sommes fans. Et puis il y a 3 semaines, alors qu'on discutait de nos plannings, nous nous sommes rendus compte que, la même semaine, moi, j'allais voir cette fameuse comédie musicale, Les Producteurs, immense succès de Mel Brooks importé de Broadway et adapté en France par Alexis Michalik. Et que moi, j'allais voir Une histoire d'amour, c'est le titre de la pièce, écrite et mise en scène par Alexis Michalik, qui a même joué dedans à son démarrage. Du coup, il nous a semblé qu'il n'était que temps de lui proposer de venir dans La Machine à écrire afin d'en savoir plus sur sa méthode d'écriture, son parcours, sa manière de créer des histoires, des dialogues et même de mettre en scène des personnages. Et Alexis, pourtant en plein lancement des Producteurs, nous a répondu très vite « Ok, mais j'ai une seule demande, vous venez chez moi ». Alors, avant le générique, on va juste démarrer par adresser un immense merci à Alexis, et puis on va aussi vous dire que quand notre histoire commence, Mike vient de se prendre les pieds dans son tapis. Doigt de la chute derrière. Hein. J'ai vu le tapis glisser là. J'ai vu le rattraper. On est resté pro là quand tu prends des photos, mais ouais c'est mais bon. Comment tu t'es cassé la jambe? J'étais chez Alexis Michalik, c'est classe. C'est classe. Juste à côté du sapin de Noël. Bon, le porteur d'histoire, une histoire d'amour, cette notion d'histoire est au cœur de tes pièces, et c'est très bien parce que c'est au cœur de notre podcast aussi. Donc on a une question rituelle pour le commencer. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Dans ma perception personnelle, une bonne histoire, c'est une histoire où on ne s'ennuie pas. Donc, quand on va voir quelque chose, ou lire quelque chose, ou entendre quelque chose, s'il n'y a pas d'ennui, c'est qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui a atteint son but. Il y a peut-être des histoires qui ont un peu d'ennui en elles, hein, mais il faut vraiment que l'histoire soit très bonne pour que ça passe, quoi. Donc, je pense que comment on arrive à ne pas avoir d'ennui dans une histoire, c'est la surprise. C'est-à-dire que si on commence à entendre une histoire, je commence à vous raconter, hier, tu sais, j'étais en train de faire mes courses, et là quoi? Si on sait déjà ce qui va se passer, en fait, c'est pas une bonne histoire. Si on connaît la chute, si on arrive à deviner, si on arrive à savoir ce qui va se passer, c'est dommage. Une bonne histoire, c'est une histoire qui nous emmène quelque part qu'on n'a pas prévu. Et si on parle spécifiquement du théâtre, qu'est-ce qui fait une bonne histoire de théâtre? Je pense que ça s'applique à tous les domaines, en fait. Alors évidemment, au théâtre, c'est la façon de raconter l'histoire qui diffère. Moi, le fait d'avoir touché un peu au théâtre, au cinéma, et au roman, à la chanson, enfin à plein de différentes façons de raconter des histoires, c'est le langage qui change. En quoi il change? Le langage cinématographique, il est plus complexe, je trouve, que le langage théâtral, et le langage théâtral est peut-être plus complexe que le langage littéraire, dans le sens où il y a plus d'outils à notre disposition et donc plus de liberté et donc plus de choix. Quand on écrit un roman, en fait, on écrit et une fois qu'on a fini d'écrire, c'est terminé, le roman existe déjà. Donc, quand on se relit, on se dit c'est pas terrible ce que je viens d'écrire, je m'ennuie en relisant, j'ai pas d'autre choix, il faut que je réécrive jusqu'à ce que ce soit fluide. Mais donc, le langage, il est purement littéraire. Quand on écrit une pièce, on sait que derrière, il va y avoir autre chose, il va y avoir des acteurs qui vont lire cette pièce, il va y avoir une mise en scène, il va y avoir de la musique, peut-être de la lumière, il va y avoir des décors. Et tout ça va au final créer une œuvre et donc c'est un langage de narration. Et quand on fait un film, il y a encore plus de paramètres parce que en fait c'est de l'image. Il y a beaucoup plus de possibilités. Ça coûte plus cher, mais il y a beaucoup plus de possibilités qu'au théâtre. Ça veut dire que quand tu écris ta pièce, tu imagines déjà les éléments de décor, les éléments de jeu, la musique, l'éclairage? Non, mais ça fait partie du traitement suivant. Disons que quand j'écris ma pièce, je sais que c'est pas le produit fini. Je sais qu'après, il va y avoir d'autres choses qui vont, j'espère, la rendre encore meilleure. Est-ce que ça te rend moins exigeant au moment de l'écriture parce que tu sais que tu peux te rattraper derrière contrairement au roman?
c'est pas moins exigeant, c'est je sais que le processus n'est pas fini. Je sais que une fois que j'ai fini ma pièce, elle est pas éditée quoi. Une fois que j'ai fini ma pièce, elle va continuer à évoluer au plateau, elle va continuer à avancer. Et c'est le cas de toutes mes pièces. Il n'y en a pas une qui a pas changé dans le texte quand on est arrivé en répétition. Il y a des pièces que j'ai écrites complètement à la table et c'était quasiment mot pour mot ce qu'on a joué. Et puis il y a des pièces où je suis arrivé au premier jour des répètes et il y avait pas de texte. Et je l'avais dit, bon voilà, j'ai l'histoire, mais j'ai pas encore les dialogues. Et on va les créer ensemble. Comme c'est le cas d'Intramuros, par exemple, et de la moitié du porteur d'histoire, on va dire. Donc pour toi, une bonne histoire, c'est avant tout le plot. L'essentiel, ce qui compte avant tout, c'est l'histoire. Donc, pas les dialogues, pas nécessairement la structure, les personnages, tout ça, l'histoire, vraiment l'histoire pure. Et c'est ça le principal, on va dire, pour moi. Dans toute œuvre, j'essaie de me mettre complètement et de mettre complètement l'équipe que je vais trouver au service de cette histoire. Donc, qu'est-ce qui fait une bonne histoire? On en revient à ça. Ben moi, souvent, j'ai pas mal d'histoires dans la tête et j'en ai qui vont avoir un processus de maturation pendant quelques mois, quelques années. Et cette histoire, je vais d'abord avoir une idée qui va mener à cette histoire, et puis elle va se développer petit à petit. Et puis quand à un moment je vais me retrouver avec quelque chose qui se tient, avec un début, une fin, et puis voilà, je sais à peu près où ça va aller, je vais la raconter à des amis, à des proches, à des gens en qui j'ai confiance, et je vais voir comment ils réagissent et comment ils écoutent, et s'ils sont attentifs, ou si je perçois chez eux à un moment un ennui, un désintérêt. Et quand je vais voir cet ennui et ce désintérêt, je sais qu'il y a un truc à résoudre à ce moment-là dans cette histoire. Et au contraire, si je termine mon histoire et que j'ai eu leur attention pendant les 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes où j'ai raconté cette histoire, ben je sais que je tiens quelque chose. Raconter cette histoire me permet de la faire évoluer vers le mieux. Et une fois que j'ai une histoire, on va dire complète, ben ça y est, on peut passer au processus d'après qui est l'écriture. Si on prend le cas du Cercle des illusionnistes, je me suis posé la question, donc pour les gens qui l'auraient pas vu, ça raconte à la fois la tradition des illusionnistes avec l'automate, ensuite Robert Houdin, Méliès, l'apparition du cinéma. Puis en parallèle, il y a l'histoire d'Avril et de Décembre, qui sont deux personnes qui vont se rencontrer. Ouais. Lui est un pickpocket, un petit voleur. Elle est ingénieure en sécurité. Elle est spécialiste des coffres. Et c'est donc deux histoires qui se situent à deux moments différents. 3 histoires, mais ouais. Une sur Méliès, une sur Robert Houdin et une sur Ouais. Avril et Décembre. Je me suis demandé à la base pourquoi tu n'avais pas fait juste Méliès, Houdin. Et est-ce que justement c'est parce que Avril et Décembre, ça apporte une surprise en plus pour les gens qui connaissent déjà cette histoire? Pour revenir au cercle, en fait, il faut commencer par le porteur, qui est la première fois que j'ai créé une pièce qui n'était pas un classique revisité. Avant ça, je faisais des mises en scène, et j'écrivais déjà pour réécrire un peu les classiques, mais c'était des classiques. Le porteur, c'est arrivé un peu par accident parce que Benjamin Belcourt, qui aujourd'hui est mon producteur, avait un festival de théâtre, un petit festival de théâtre au Ciné 13 Théâtre, qui maintenant est le Théâtre Le Pic. Il y a un auteur qui l'a lâché, il m'a dit voilà, c'est dans un mois, est-ce que tu peux me faire un truc pour dans un mois? Donc j'ai dit bah oui, j'ai une histoire en tête, vas-y, je vais essayer. Donc j'avais cette histoire du porteur en tête, et j'ai d'abord créé une forme courte autour du porteur. Et Est-ce qu'on peut juste pitcher vite le porteur, c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent, mais on va dire la particularité du porteur, c'est qu'elles sont enchâssées les unes dans les autres comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'on commence en 2000 en Algérie avec un homme qui débarque chez une mère et sa fille, Alia et Jeanne, et il découvre chez elle une immense bibliothèque, il commence à parler de ses livres, et puis à un moment, il va leur raconter son histoire à lui, et on va plonger à cette fois-ci dans les années 80 en France, dans les Ardennes, et on va découvrir un jeune Martin, puisque c'est son nom, qui va enterrer son père et qui, en arrivant au cimetière de Linchamp, apprend qu'il n'y a plus de place. Mais comme le fossoyeur aimait bien son père, il lui dit on va déterrer un cercueil. Et puis une fois qu'on aura déterré le cercueil d'une vieille tombe, on pourra enterrer ton père. Et en déterrant le cercueil, il trouve à l'intérieur quoi? Il faut aller voir le porteur d'histoire pour savoir, et c'est le début de l'histoire. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on va de plus en plus profond dans le passé. Et c'est un concept narratif qui, justement, fait qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à la scène d'après, et que le suspense est là jusqu'à la fin, et qu'à la fin, tout se rejoint et on comprend pourquoi on raconte toutes ces histoires à toutes ces périodes. C'est un spectacle qui a marché tout de suite, même si dans le théâtre ça prend quelques années, mais ça a marché tout de suite. Et quand j'ai eu à faire ma deuxième pièce, Le Cercle des illusionnistes, je me suis dit, comment je fais pour garder toute l'originalité de cette structure-là qui a fait tout l'intérêt de la pièce, et en même temps ne pas refaire la même pièce.
Je crois que c'est la plus difficile à écrire, c'est toujours la deuxième. Hein. C'est le deuxième film, c'est la deuxième. C'est toujours plus difficile que le premier. Surtout quand le premier a marché, on se dit bon bah comment je fais maintenant pour faire en sorte que ça fonctionne, mais en même temps qu'on me dise pas c'est moins bien. Et donc j'ai un peu pris de contre-pied en me disant bah je vais raconter une histoire. Il y avait ce truc de mêler la réalité et la fiction, des personnages réels, des personnages fictifs. Et puis je suis tombé sur cette histoire de Robert Houdin, qui est un magicien du 19e siècle, qui avait son théâtre à Paris et qui a été racheté quelques années plus tard par Georges Méliès, dans lequel Georges Méliès a projeté ses premiers films. Donc j'ai dit, c'est génial, je vais raconter un peu l'histoire de la magie et du cinéma et comment ça s'entremêle. Et il fallait bien trouver un lien entre ces deux histoires, ne pas simplement raconter un truc dans le passé. Et donc, je me suis donné la liberté d'avoir une histoire imaginaire, cette fois, dans les années 80, avec Avril et Décembre. Et cette liberté fait que, en fait, je peux faire dire beaucoup plus de choses à mon histoire en ayant une partie fictionnelle. Alors que si je raconte que on va dire la réalité, je suis un peu plus lié à des faits historiques, quoi. Mais ça a été une grosse galère parce que justement pour ne pas tomber dans la même fonction narrative que le porteur d'histoire, c'est-à-dire ces poupées russes. Je me suis dit il faut que je déconstruise, il faut que je raconte 3 histoires séparées qui vont finalement avoir des résonances, mais qui vont pas être comme le porteur avec quelqu'un qui dit je vais te raconter une histoire et pouf on plonge dans l'histoire. Donc ça a été compliqué. J'ai écrit 17 versions je crois de la pièce avant d'attaquer les répétitions. Et puis au final, le spectacle existe, et c'est ça l'avantage du théâtre, parce que je crois qu'il est moins fort narrativement. Hein, c'est une histoire moins forte que le porteur d'histoire, mais comme je parle de magie, d'illusion, de cinéma, c'est un spectacle beaucoup plus visuel et beaucoup plus familial. Le porteur, c'est quelque chose qui s'adresse on va dire, à un public d'au moins 12-13 ans, parce que quand même, c'est très dense, il y a beaucoup de références littéraires. Oui, ça nécessite d'être concentré sur leur. Ouais, les enfants de 8 ans, on les laisse à la porte un peu. Par contre, les enfants de 8 ans, au Cercle des Illusionnistes, ils sont super contents. Il y en avait plein dans la salle quand on a vu. Bah ouais, parce que c'est très familial, il y a de la magie, on parle de cinéma, on parle de choses très simples et chouettes, et donc du coup, le spectacle a eu aussi à trouver son public, mais pour d'autres raisons. Mais ça a été compliqué de trouver l'angle, et à la base c'était un angle beaucoup plus complexe. Je m'étais dit je vais parler des rapports entre le pouvoir et l'illusion, et donc je vais raconter comment les illusionnistes se font récupérer par le pouvoir, etc., et le pouvoir de l'illusion. Je voulais raconter l'histoire de Robert Houdin en Algérie, qui a été envoyé en Algérie pour montrer aux populations indigènes que la magie française était plus puissante que celle de leurs marabouts locaux. Et aux soldats qui étaient un peu effrayés par les marabouts, etc. Et c'est cette histoire qui est la base de mon envie de raconter ça. Je me suis dit, mais incroyable cette histoire d'un magicien qui va en mission politique. Et donc, le cœur de la pièce, à un moment, dans la version, 8, 9, c'était ça. C'était le voyage en Algérie. Honnêtement, c'était, je pense, ce que j'avais écrit de mieux dans la pièce. C'est-à-dire que c'était vraiment ce passage était le plus intéressant. Et pourquoi t'as décidé de l'enlever ? Quand je lisais tout, ces espèces de 120 pages de pièces, en fait, c'était indigeste, quoi. Et ça a été une des leçons que par la suite, j'ai appliqué beaucoup. C'est de simplifier. De simplifier parce que au final, quand on sort d'une histoire, quand on sort d'une pièce, quand on termine un bouquin, en fait, on retient l'ensemble du bouquin et pas juste certains passages, quoi. Donc j'ai simplifié, j'ai coupé ces passages, j'ai coupé plein de trucs. Et mon histoire, c'est devenu, en fait, comment on devient artiste, pourquoi on devient artiste. Et j'ai abandonné toute cette trame de pouvoir et d'illusion et de machin, et je me suis recentré là-dessus, et c'est devenu beaucoup plus simple, mais du coup, ça a été aussi plus simple d'accès pour le public. On a parlé de la structure qui est assez spécifique dans tes spectacles, donc la poupée russe, le cercle des illusionnistes, ce ping-pong entre les époques. Il n'y a pas de volonté chez toi d'appliquer les structures d'Aristote, les 3 actes? Depuis Aristote, il s'est passé quand même 2-3 trucs, quoi, et notamment l'arrivée du cinéma, et l'arrivée de la série, et l'arrivée de la pub, et l'arrivée de toutes ces façons aujourd'hui qu'on a de percevoir des histoires. Et moi, je suis à l'école d'Avignon. J'ai commencé mes premiers spectacles dans le Off d'Avignon, et dans le Off d'Avignon, il faut un spectacle léger, il faut que le décor puisse être démonté en 15 minutes, il faut que ça dure moins de 2 heures, mais genre beaucoup moins de 2 heures, parce que qu'il y en ait sinon plein on n'a qui pas de tournent créneau, dans la journée. Ouais. Voilà, il y en a 8 par jour. Donc et puis surtout, il faut faire un spectacle à Avignon qui fonctionne grâce au bouche à oreille. Pour remplir sa salle, il faut que le spectacle donne envie au spectateur en sortant de le recommander et de dire il faut absolument que tu ailles voir ce spectacle. Et moi, ça a été mon école de vie, quoi, de création, en tout cas, en fait, quand je conçois un spectacle, il faut que je trouve quelque chose qui fasse qu'en sortant, on ait envie d'y retourner ou d'envoyer des gens le voir. D'où ce rythme, d'où ce truc très resserré, et pas d'entracte, et
Et enfin, voilà, Aristote, lui, effectivement, il y a quelques règles. Je veux dire, les actes existent parce que il fallait changer les chandelles, parce que, enfin, voilà, c'est des préceptes anciens. Aujourd'hui, nous, on est habitués à un film où c'est des scénarios par séquence, et donc il y a beaucoup plus de courtes séquences et beaucoup moins de longues scènes. Pour moi, c'est absurde aujourd'hui de se dire, bon, bah, faut que je fasse une pièce. Bon, bah, le plus simple, c'est de partir d'un décor fixe. Non, au contraire, il faut prendre conscience qu'un public aujourd'hui, c'est un public qui va au cinéma, qui va voir des séries et qui vient pas au théâtre pour être plongé 800 ans en arrière. Comme tu parlais de cinéma et de l'impact du cinéma sur la structure, est-ce que toi, tu as étudié les structures de cinéma? Est-ce que ça peut te servir pour les appliquer au théâtre, par exemple? Bien sûr, enfin, étudier, c'est un bien grand mot, mais j'étais un spectateur vraiment cinéphage, quoi. Quand j'étais ado, j'allais voir tous les films. Et je lisais les scénarios de l'avant-scène théâtre, de l'avant-scène cinéma, je lisais les pièces de l'avant-scène théâtre. Enfin, je décortiquais un peu comment on écrivait un scénario, comment on racontait une histoire. Et ce vocabulaire m'est resté quand j'ai fait mes premières pièces. Le succès du porteur d'histoire m'a appris que les gens viennent voir une bonne histoire. L'avantage du théâtre, sur le cinéma, sur les plateformes, sur tout, en fait, c'est que la seule façon de voir une pièce, c'est en achetant sa place et en allant dans une salle de théâtre. Et c'est ce qui fait que le porteur d'histoire joue depuis 10 ans, alors que, évidemment, des films excellents qui sont sortis il y a 10 ans Ils ne sont plus à l'affiche. Parce qu'on les voit ailleurs, parce qu'on les voit à la télé, parce que le théâtre, non. Le théâtre, on le voit pas à la télé, on le voit pas en rediff, on le voit pas en DVD, on le voit dans une salle. Tant qu'une pièce est à l'affiche, il y a une marge de spectateurs. Le porteur d'histoire, c'est, on va dire, en cumulé, sur 10 ans, c'est 500 000 spectateurs. Puisque ça a beaucoup tourné, ça joue à Paris depuis 10 ans, c'est un succès fou, ça a joué 2500 fois. Mais 500 000 spectateurs, c'est un succès modeste pour un film. C'est pas intouchable, quoi. C'est Edmond, au cinéma, on a fait 700 000 spectateurs, ce qui est super, mais il s'espérait un peu plus, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la marge. Il y a, pour un public, il y a possibilité de faire durer un spectacle longtemps. Ce qui pose problème en général, c'est que les acteurs, ils sont pas disponibles, parce que quand on monte une pièce de théâtre privée, c'est des têtes d'affiche. Sauf que quand c'est pas des têtes d'affiche, bah, ils peuvent jouer plus longtemps. Je me suis rendu compte avec le porteur d'histoire que mon idée de base, c'était, je vais essayer de raconter l'histoire la plus, entre guillemets, dingue possible, quoi. Mais, en même temps, la rendre la plus simple possible pour qu'elle soit toujours accessible à un public. Parce que si on est tout seul dans son délire, bah, en fait, les gens, ils nous lâchent. Il y a deux axes principaux. Premier axe, ne pas se brider narrativement. Ne pas se dire il faut que j'ai un simple décor, ne pas se dire j'ai 4 acteurs donc ça fait 4 personnages. Non, on peut avoir 40 personnages avec 4 acteurs. Ça c'est le premier axe, vraiment raconter l'histoire la plus aboutie et tout donner pour que ce soit une bonne histoire. Et le deuxième axe, c'est comment arriver à mettre en œuvre cette on va dire cette folie littéraire, c'est-à-dire j'ai écrit une pièce avec 60 scènes au théâtre. Comment je fais pour faire figurer 60 scènes au théâtre? Eh ben, en fait, c'est là où le théâtre a aussi un énorme avantage sur le cinéma. C'est que le théâtre, c'est l'art de la convention. Quand Shakespeare, dans Le Songe d'une nuit d'été, il fait dire à son magicien « Je suis invisible », en fait, le public accepte qu'il est invisible. Et pourtant, il est là, il est sur scène, mais nous, c'est bon, il est invisible. Quand un personnage dit « Je suis le père de tel personnage », on sait très bien que c'est pas son vrai père. D'ailleurs, il peut avoir le même âge. D'ailleurs, ça peut être une femme qui joue un homme. Il n'y a pas de problème. Nous, au théâtre, si c'est bien fait, on l'accepte. C'est l'art de la convention. Et on va être toujours plus client de quelque chose d'ingénieux que de quelque chose d'hyper-réaliste. Au cinéma, c'est pas le cas. Au cinéma, c'est le cinéma du réel. Il faut que tout soit réaliste, que les effets spéciaux soient au taquet, sinon on n'y croit pas. Au théâtre, on n'a pas besoin de ces effets spéciaux fous, quoi. Donc, cet art de la convention, qu'est-ce qu'il permet? Il permet que quand on a 60 scènes différentes, il suffit d'une lumière, d'une musique, il suffit de la faire imaginer au public pour qu'on y croie. On croit beaucoup plus à un désert avec des acteurs qui ont l'air d'avoir chaud, une espèce de musique et une lumière adéquate que si on essaye de ramener une dune. C'est ça la grande puissance évocatrice du théâtre par rapport au cinéma. Donc, le premier axe, c'est l'histoire et tout pour l'histoire. Et le deuxième axe, c'est comment on arrive à faire croire à ça et donc comment on arrive à simplifier tous ces décors pour arriver au final, encore une fois, à se mettre au service de cette histoire. Tu as parlé de la pérennité de tes spectacles. C'est vrai que tu as la chance d'avoir tous tes spectacles en cours. Mais dans Edmond, tu fais dire à Maria, alors je vais pas le faire de tête, Ouais. Pour nous les acteurs, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est le public, le spectacle, l'instant. Nous sommes des artisans de l'éphémère.
Ouais. Et c'est une phrase qui est très puissante. Mais est-ce que ça change quelque chose, le fait d'écrire en se disant que c'est éphémère et qu'effectivement, à part quelques captations qui sont rarement rediffusées, une fois qu'une pièce s'arrête dans un théâtre, elle s'arrête d'exister, contrairement à un film, à un livre. C'est à la fois éphémère et éternel. Parce que c'est Maria qui dit ça. Et Maria, c'est une actrice de théâtre. Donc pour les acteurs, oui, c'est l'art de l'éphémère. Mais pour les auteurs, c'est différent. Je veux dire, une pièce, un classique peut être repris aujourd'hui. Et donc, justement, quand on va voir un Guitry ou un Shakespeare, on va le voir aujourd'hui avec des acteurs d'aujourd'hui qui jouent ces mots devant nous et on n'a pas l'impression que d'être plongé 400 ans auparavant. Alors que quand on voit un vieux film, vraiment, toute la technique et l'époque, en fait, nous saute aux yeux. On peut rendre très moderne Shakespeare. Par contre, quand on voit un film de Clouzot, en fait, ça reste un film de Clouzot. Mais tu vois, par exemple, Edmond commence sur un four et dans les producteurs, pareil. C'est-à-dire que c'est des pièces qui durent une... Ah oui, qui s'arrête. Oui, qui s'arrête. Oui, qui s'arrête. Une pièce, il y a plein de pièces qui n'ont pas marché et que personne n'a vu, mais comme plein de films, comme plein de romans, comme plein de... Ça, c'est une autre histoire, c'est la question du succès. Mais en tout cas, pour ce qui est de la pérennité, au théâtre, l'écriture théâtrale peut durer toujours. Il suffit de remonter une pièce pour qu'elle existe, en fait. Donc c'est ça qui est assez beau avec, c'est ce que j'aime avec le théâtre, c'est que tous les soirs, quand les acteurs jouent une pièce, ils la jouent pour un public qui la voit pour la première fois et c'est le moment, c'est l'instant, c'est quelque chose d'un peu magique, quoi. Et la façon dont le public va réagir va aussi influer sur la représentation, la façon dont l'acteur va se sentir va aussi influer. Enfin, c'est ça qui est touchant, quoi, quand on va voir un spectacle, surtout quand il y a plusieurs distributions et dont certaines qui arrivent et qui donc jouent le spectacle pour la première fois. Il y a quelque chose de très, ouais, de très instantané. C'est un rythme qui correspond mieux que le cinéma, par exemple. Moi, j'aime les deux. Enfin, j'ai pas de classement, quoi. Disons que je me sens, évidemment, c'est plus organique pour moi de raconter une histoire au théâtre qu'au cinéma. Pour l'instant en tout cas. Mais j'adore le cinéma. Enfin, j'adore ce que c'est le cinéma. Mais le théâtre, c'est mon ADN, quoi. On va revenir aux comédiens. Ah. Est-ce qu'on écrit en pensant à ces comédiens? Est-ce que dans les pièces que tu as faites, tu t'es dit ce personnage, c'est lui? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après? D'autant qu'avec la notoriété que tu as aujourd'hui, j'imagine que tu peux un peu plus choisir tes comédiens. J'ai toujours pu choisir mes comédiens. Ça n'a jamais été une question. Mais dans le théâtre privé aujourd'hui, quand on essaie de monter une pièce, on écrit pour quelqu'un. Enfin, disons qu'on écrit en se disant je vais écrire tel rôle pour intéresser une tête d'affiche. Pierre Arditi, Richard Berry, enfin voilà. Donc en général, c'est un homme d'un certain âge. Et donc on écrit sa pièce avec ce personnage, un personnage vraiment important, et en se disant si ça intéresse telle tête d'affiche, on trouvera peut-être un théâtre et un metteur en scène. Bon, moi la chance que j'ai, c'est que j'écris pas du tout de cette manière-là. Quand j'écris, encore une fois, je commence juste à penser à l'histoire. Et c'est pas une position que j'aurais imaginé avoir aujourd'hui, parce que quand on a fait le porteur d'histoire, vraiment, s'il y a un truc qu'on s'est pas dit, c'est on s'est jamais dit ah là là, ça va faire un carton. On s'est vraiment dit cette pièce elle ressemble à rien, mais on en est fier, et si on la joue 20 fois, c'est super. En fait, c'est venu un peu par accident, entre guillemets, parce qu'évidemment que quand on a créé le porteur d'histoire en laboratoire pour jouer 3 fois au Ciné 13 Théâtre, on n'allait pas voir Pierre Arditi ou n'importe qui, quoi. Mais il se trouve que le succès de la pièce m'a fait dire ah tiens, c'est fou, je peux avoir du succès sans forcément avoir des têtes d'affiche, et donc je vais essayer d'en faire une deuxième de cette manière-là. Ça a été Le Cercle, puis une troisième, Edmond, où pareil, on a dit, on va essayer de le faire sans tête d'affiche, etc., etc. Et au final, ça fonctionne. Est-ce que je pense à des acteurs en écrivant? Pas du tout. D'abord, c'est l'histoire. Parce que souvent, les rares fois où je me suis dit, j'aimerais bien tel acteur dans tel rôle, au final, il n'était pas dispo et ça a été un autre, ou il a pas voulu, donc je me pose plus cette question-là. Vraiment, j'écris, et une fois que j'ai mon histoire, je me dis, tiens, qui je vais prendre maintenant? Même pour une histoire d'amour que j'ai écrite, c'est seulement à la fin que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de jouer William. C'était pas en écrivant. Je me suis pas dit, je vais m'écrire un rôle. Je me suis dit, je vais écrire cette histoire. Et une fois que l'histoire a été finie, je me suis dit, quand même, je sens que je pourrais le faire. Je sens que je pourrais apporter quelque chose à ce personnage. Est-ce que tu n'avais pas conscientisé le fait que tu mettais un peu de toi dans ce personnage? Ou est-ce qu'il te ressemble pas du tout en vrai? En fait, je mets un peu de moi dans tous mes personnages. Ouais, parce que ce personnage-là, pour les gens qui connaissent pas et qui n'ont pas vu la pièce, c'est un auteur. Mm-hmm. Il est écrivain, il raconte des histoires, donc on peut vite imaginer quand c'est toi qui le joues que tu l'as pensé dès le départ que c'était toi qui allais jouer. Il est alcoolique quand même. Non, mais il y a plein de choses. Mais vraiment, il y a de moi dans tous mes personnages. Je veux dire, quand on prend Edmond, il y a de moi dans Edmond, il y a de moi dans Léo, son meilleur pote, et il y a de moi dans Coquelin, le chef de troupe. Et il y a de moi dans Rosemonde et dans Jeanne. Il y a de moi dans plein de personnages. Mais c'est une partie de moi, quoi. Donc, et dans une histoire d'amour, il n'y a pas de moi que dans William. Il y a de moi dans Katia, il y a de moi dans n'importe quel auteur, en fait, s'il raconte
contre, s'il aime ses personnages, et ben il y met un peu du sien, quel que soit le personnage. Même chez les méchants, même, enfin voilà, il y a un peu de soi, quoi. Donc non, je me pose pas la question. Dans Intramuros, par exemple, quand j'ai fini d'écrire Intramuros, je me suis dit, là, quand même, le rôle du metteur en scène, ce serait peut-être drôle que je le fasse. Donc Intramuros, on va raconter. Oui, ça se passe en prison et c'est l'histoire d'un metteur en scène qui vient donner un cours de théâtre en prison. Et je me suis dit, ce serait rigolo que je fasse le metteur en scène. Et puis en fait, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. C'est pas, un autre le fera mieux que moi. Un autre aura un meilleur physique pour le rôle, aura une meilleur sens de la comédie pour le rôle que moi. Alors qu'une histoire d'amour, je me suis dit, là, je pense que je suis la bonne personne pour faire ce rôle-là. Est-ce que ça aide d'être comédien quand tu écris? Oui, quand j'écris, peut-être, surtout quand je dirige. Ça aide d'être comédien quand on dirige des acteurs parce qu'on sait comment leur parler, on sait ce qu'ils ressentent et on peut se mettre à leur place, quoi. Et ça aide aussi pour écrire des rôles intéressants. Très tôt, je me suis dit, je comprends pas les metteurs en scène qui ont 10 acteurs et qui en sous-emploient 5. Je me suis dit, c'est vraiment dommage d'avoir une matière vivante et de la laisser en coulisses pendant 1 heure, quoi. D'avoir un acteur qui rentre pour dire bonjour, je vous apporte. C'est se priver d'une matière énorme. Hein, c'est comme si on avait à sa disposition des moyens énormes et qu'on se disait non, mais moi je vais juste utiliser ça finalement. Mais même avant le porteur, dès les classiques, je me suis dit bon, quel que soit le nombre d'acteurs que j'ai, il faut qu'ils jouent autant, quoi. Il faut qu'ils aient autant à défendre les uns les autres parce que sinon il va y avoir des frustrations, quoi. Donc dans le porteur d'histoire, à chaque fois ma question c'est quel est le nombre minimum d'acteurs que je vais avoir dans cette pièce. Tu factorises en fait. Ouais, une fois que j'ai fini d'écrire, je me dis bon, si j'ai 7 acteurs, il y en aura forcément 2 qui auront moins joué que les autres. En revanche, si j'ai 5 acteurs, 2 femmes et 3 mecs, là vraiment ça va tourner et tout le monde va avoir à manger. Et ça pour le coup, ça aide d'être acteur parce que je sais ce qu'aime un acteur. Parce que pour avoir été comédien aussi, je sais que y a rien de plus frustrant que d'être sur une pièce et de pas jouer. C'est terriblement frustrant. Un acteur, quand on lui fait jouer une pièce pendant 1h30 non-stop, il est content. Parce qu'il travaille, parce qu'il joue, parce qu'il se donne, parce qu'il défend, parce qu'il incarne. Alors que si on lui dit, tu viens jouer une pièce, mais tu as 2 scènes, c'est terriblement frustrant. Il aurait envie d'autre chose, il a envie de manger un peu plus, il a envie d'avoir quelque chose à défendre. Mon travail à chaque fois, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans la troupe et que tout le monde ait des choses à défendre, que chacun ait à son tour le premier rôle, quoi. On en parlait sur la mise en scène avec Michael. On remarquait qu'il y a un style michelique qui consiste à faire venir les éléments du décor et que ce sont les acteurs, bien souvent, qui les amènent et qui les déplacent comme un ballet. Nous, on a trouvé ça très chorégraphique. Ouais, c'est pareil, ça part des premiers spectacles où forcément on n'a pas de moyens, quoi. Donc si on veut amener des décors, on n'a pas des régisseurs qui peuvent amener des décors. Et sur Juliette et Roméo, qui était le premier spectacle dans lequel j'ai joué, il y avait déjà plusieurs principes que j'ai appliqués par la suite. Donc c'était une mise en scène d'Irina Brook. Déjà, elle créait un groupe d'acteurs, une troupe d'acteurs, et elle les faisait jouer ensemble, et j'adorais sa façon de faire. 2, effectivement, c'était un décor avec des cubes qui formaient un peu tous les trucs, et c'était nous les acteurs qui déplacions les cubes. Et je me suis dit, c'est génial en fait. Oui, effectivement, ça nous prend pas tant de temps que ça de déplacer des cubes, et puis après on joue, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas bête en fait. Et puis 3, vraiment, il y avait ce truc de tout le monde à son moment. Et puis il y avait un rythme aussi. Il y avait un rythme où vraiment la scène se terminait et la suivante attaquait démarrer tout de suite. Et je me suis dit, c'est génial en fait, on s'ennuie pas du tout, quoi. Et voilà, et donc j'ai un peu gardé tous ces principes-là par la suite et je les ai appliqués au spectacle que j'ai créé. Encore une fois, c'est la nécessité qui crée l'inventivité. C'est que si on change de décor et qu'on n'utilise pas les acteurs, ça prend longtemps. Et donc on arrête la scène et donc on baisse le rideau et on attend 2 minutes, et qu'en fait quand on fait ça on perd un public. Quand on raconte une histoire, il faut pas s'arrêter, sinon on le perd. Le public, il a l'habitude de voir des films. Quand il y a une coupure pub, il y a rien de plus frustrant. Donc il fallait qu'au théâtre toutes ces histoires elles soient racontées d'un souffle, sans s'arrêter, et qu'on garde l'attention du spectateur. Et pour ça, il fallait que les acteurs amènent les décors. Et non seulement qu'ils les amènent, mais qu'en plus de ça, le rythme ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'une scène démarre alors que les décors sont toujours en train d'être amenés. Il n'y a pas pause, on amène les décors et on reprend la scène. Mon obsession, c'est que l'attention du public est toujours quelque chose à regarder. Si à un moment dans une scène, il n'y a plus personne sur scène, pour moi, c'est un échec. Je me dis, non, là, ils n'ont rien à regarder. Parce que regarder un décor qui bouge, ça peut être très beau. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce qu'on disait, que des fois, c'est chorégraphié. Ouais, ça va très bien, c'est stimulant, c'est joli, on voit l'inventivité du truc, on voit l'arrière du décor, c'est pas dérangeant. Par contre, ne rien voir,
avoir un noir, avoir un moment de bon bah le rideau tombe. Bah là pour le coup on sort un peu de l'histoire. La première fois que j'ai dit aux acteurs bah voilà vous allez déplacer des trucs, ils ont dit bon ok d'accord et puis en fait c'est devenu ma marque de fabrique. Donc maintenant les acteurs savent que ils vont avoir un peu de travail. Un peu de travail de manutention, mais c'est ce qui va faire qu'au final, et les spectateurs vont se dire, mais c'est super beau cette humilité au service d'une histoire où tout le monde, en fait, a ses changements et tout le monde rentre et fait les trucs pour les autres et enlève le costume de l'acteur qui vient de finir et puis la scène d'après t'arrive et puis tu joues toi-même et donc. Ouais, ça m'a marqué sur les illusionnistes. Là, il y a Michel Robe, qui est quand même un acteur avec une prestance et tout ouais. ça, et de le voir déplacer des choses. Ça se rajoute presque au geste du magicien qu'il joue, en fait. En fait, je trouve ça beau, moi. On aime les acteurs quand ils sont humbles. Et on aime les troupes et on aime le collectif. On a toujours de l'empathie pour un collectif qui est au service, dont chacun est au service de l'autre. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur une histoire d'amour. Mm-hmm. Je vais te laisser le pitcher, celle-là aussi. Une histoire d'amour, c'est l'histoire de deux femmes, Katia et Justine, qui se rencontrent, qui tombent amoureuses. Et puis 3 ans après, Justine a envie d'un enfant, donc elles font une fille toutes les deux. C'est Katia qui tombe enceinte, et là Justine la quitte. C'est la tragédie. Et 12 ans plus tard, Katia est atteinte d'un cancer. Il va falloir qu'elle trouve un tuteur pour sa gamine, et elle va se tourner vers son frère William, qui est un écrivain alcoolique. Alors j'ai lu que c'était né d'une chanson de The Rapture. Ouais. T'écoutes la chanson et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très souvent que l'idée de quelque chose ou l'idée d'une scène ou l'idée d'une histoire me vient d'une chanson ou d'une musique. Souvent, certaines chansons vont arriver et ça va tout de suite évoquer quelque chose et je vais me dire ah tiens et du coup je vais passer la chanson en boucle 20 fois, 25 fois et je vais laisser mon imagination continuer. Là effectivement c'est la dernière chanson qu'on entend dans la pièce. En écoutant cette chanson, j'ai vu ce personnage être seul chez lui dans son salon en train de fumer des clopes et je voyais très fortement cette scène et cet enfant de 12 ans qui rentre à la fin. Je percevais cette scène, je percevais le moment où la lumière s'éteindrait et que ce serait la fin du spectacle. Et même, j'avais un truc de ah, c'est marrant, c'est un personnage que je pourrais jouer. Et au final, j'avais pas la pièce, quoi. J'avais juste la fin. Donc c'est pas né d'une terrible rupture qui t'a amené ou d'un événement familial qui ressemblait? Si aussi, mais par la suite. En fait, cette idée initiale donc de la chanson m'est restée un peu dans la tête et puis de temps en temps j'y repensais et je repensais un peu à qu'est-ce que ça pourrait être la pièce qui mènerait à cette fin. Et puis comme ça pendant 1 an la structure m'est apparue et à peu près dans les grandes lignes. Et effectivement j'ai traversé une rupture assez dure où je me suis retrouvé à me faire quitter comme ça arrive à tout le monde, mais dans des circonstances pas faciles. Et du coup, au cœur de cette tristesse, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le moment de raconter cette histoire, puisque ça parle quand même pas mal de ça, quoi. Et du coup, c'est surtout toute la relation Katia-Justine qui a été nourrie par cette rupture. Mais donc, c'était ce qui me manquait, en fait, pour avoir la pièce en entier, puisque j'avais la partie William, j'avais la partie, le rapport entre l'oncle et sa nièce, mais j'avais pas la partie de l'histoire d'amour et de comment ça allait se passer et comment elles allaient se séparer, etc. Et tous les mots de ces scènes me sont évidemment venus avec beaucoup plus de naturel que si j'étais pas en train de traverser moi-même cette rupture. Il y a quelque chose qui est très satisfaisant quand on voit cette pièce, c'est la manière dont ça part toujours entre les larmes et le rire. C'est-à-dire qu'au moment où on sent qu'il y a une émotion très forte et que ça pourrait sombrer dans quelque chose de très larmoyant, il y a souvent un mécanisme de un peu feel good où il y a une blague, quelque chose de rigolo qui va apporter un peu de réconfort au public et donc on a toujours les gens qui sont un peu au bord des larmes et puis après ils rigolent parce qu'ils sont soulagés. Et je voulais savoir si c'était une intention dès le départ quand tu as écrit où tu t'es dit je veux vraiment qu'il y ait cette alternance ou c'est juste venu parce que l'histoire est venue comme ça à toi au fur et à mesure? On écrit toujours sur soi. C'est-à-dire que même quand on n'écrit pas, je veux dire moi je fais pas d'autofiction, je raconte pas ma vie. Mais au final, dans toutes mes pièces, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Et donc, d'une certaine manière, si le thème nous tient à cœur, on écrit un peu sur soi. Quand j'ai eu l'idée d'Edmond il y a 1000 ans, en fait, l'histoire d'un jeune auteur qui rêve de gloire et qui rêve de faire un chef-d'œuvre, c'est un peu ce qui m'est arrivé par la suite, quoi. Sauf que de manière assez ironique, moi, quand j'imaginais Edmond, je me voyais dans le rôle du jeune acteur, le copain d'Edmond. Puisque à ce moment-là, j'étais pas du tout metteur en scène de théâtre, ni auteur, ni quoi que ce soit. Et quand finalement je me suis retrouvé à avoir la chance de faire Edmond, là j'étais devenu metteur en scène, donc je m'identifiais beaucoup plus à Edmond à ce moment-là, quoi. Et puis par la suite, Coquelin, chef de troupe. Enfin voilà, il y a une identification qui se fait. Dans une histoire d'amour, je pense que il y a beaucoup de moi aussi, et que cette manière de désamorcer la tragédie
et de se dire bah oui, mais même au cœur de cette merde, il y a quand même quelque chose qui émane, et qui est que la vie et l'amour, c'est des choses qui seront toujours là. Et il y a cette pudeur, et à la fois cette espèce d'irrépressible optimisme au cœur du drame. Et voilà, je pense que c'est ma façon de voir le monde, en fait. Que même si c'est dramatique, et ben en fait, il reste l'amour, il reste les liens qu'on a, et puis il reste l'ironie et le sarcasme, et que toute situation dramatique et triste, c'est de l'or pour tout narrateur, en fait. Dans Intramuros, au début, il s'adresse au public, et puis il dit à un acteur, il va traverser plusieurs émotions, alors il va souffrir ou il va être heureux, mais en général on souffre, sinon c'est pas un personnage très intéressant. Et c'est vrai, je voulais surtout pas tomber dans le pathos, encore une fois. Et je pense qu'on est encore plus émouvant quand il y a du rire. En fait, c'est encore plus émouvant parce que justement, il n'y a pas ce truc plombant. Je voulais pas qu'on sorte de cette pièce en se disant « Ah là là, la vie c'est vraiment de la merde ». Je voulais qu'on sorte en se disant « Bah, en fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et pourtant, je me sens bien. Et pourtant, il y a quelque chose de cathartique, en fait. Quelque chose de bon, c'est que du théâtre, tout ça, au fond. Et la vie, c'est que du théâtre, au fond. Donc, restons positifs et continuons de rire, même face à l'adversité et à la tragédie. Il y a un relief comique dans la pièce qui est assez génial, c'est la petite fille. Ouais. On discutait avec Jérôme à propos de La Nuée, où il y a aussi des enfants qui jouent dans le film, et il nous expliquait un peu toutes les contraintes qu'il y a et toutes les réécritures qu'ils ont dû faire parce qu'il y a des impératifs avec des enfants. Et du coup, je me demandais. Plus au cinéma qu'au théâtre. Et du coup, je me demandais, c'est quoi les contraintes? Est-ce que ça a impacté l'écriture d'avoir une enfant? Est-ce qu'il y a des contraintes que tu as découvertes? Quel âge elle a, l'actrice qui joue actuellement? Elles ont 12 ans. Elles ont 12 ans, elles sont plusieurs. Elles sont obligées d'être 3 pour tourner, parce qu'elles ont le droit de jouer 3 fois par semaine. Mais en réalité, on les fait jouer 2 fois, on va dire. Et oui, il y a des contraintes, la DAS, tout ça, des dossiers. Mais bon. C'est pas si dur. C'est plus compliqué au cinéma, parce qu'au cinéma, elles peuvent tourner qu'un certain nombre d'heures, etc. Au théâtre, bon, bah, une fois qu'elles ont répété, elles jouent, quoi. Donc, elles viennent, elles jouent. Et non, ça a été quelque chose d'assez magique d'avoir des enfants. En fait, quand j'ai fini d'écrire et que j'en ai parlé à mes producteurs, ils m'ont dit, bon, on va prendre une actrice qui fait jeune. J'étais là, genre, non. Je pense que vraiment, il faut que ce soit une fille de 12 ans, sinon ça marche pas autant, quoi. Puis ils ont dit, mais c'est compliqué, on va devoir en prendre plusieurs. Et j'étais là, ouais, mais on va essayer. Et puis on est allé chercher, on a fait un casting et on a trouvé les 3 premières avec qui on a démarré, qui aujourd'hui jouent plus, mais tout de suite, en fait, le fait d'avoir une vraie enfant qui joue vraiment, et c'est que des actrices, c'est que des filles qui ont envie d'être actrices, et on sait qu'elles ont envie d'être actrices, et ça vient d'elles, ça vient pas de leurs parents, et on voit tout de suite la différence, et le simple fait de faire la scène avec elles, moi tout de suite j'étais bouleversé, quoi, parce que avoir une enfant qui dit les mots d'une enfant, bah tout de suite ça marche tellement mieux, quoi. Ça a été essentiel, quoi. Ça a été essentiel, et vraiment le fait que, effectivement, quand elle arrive au début, on est dans l'émotion, etc. Et puis en fait, quand ils commencent leur longue scène avec William, où on attend que ça va mal se passer, que ça va être encore triste, etc. Bah, tout d'un coup, c'est la scène drôle du spectacle, et donc pendant 10 minutes, on bascule dans la comédie, dans leur rapport. Et puis hop, on y retourne, tout à coup dans quelque chose de plus émouvant. Et puis au fur et à mesure, leur relation va se nouer, et on va découvrir qu'en fait la gamine, elle joue, quoi. Elle a des trucs à jouer, quoi. Elle y va, quoi. Elle pleure, elle crie, elle est dans. C'était fou comme aventure, hein. Mais on s'est rendu compte que nous, ça nous portait. Et puis elle, à 12 ans, de se retrouver à jouer à la Scala dans une pièce où on a un vrai rôle à défendre, et dans une troupe où, en fait, dès le début, on est là, et elles doivent faire leur mise comme nous, on prépare notre mise, etc. Bah, c'était merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est une expérience je pense, hein, dont elles vont se souvenir toute leur vie, forcément. Hein. C'est quand même fou de jouer dans ces conditions-là, un rôle comme ça à cet âge-là. Il y a une autre composante de spectacle, c'est la musique. Donc on en a parlé, celle qui est la musique de la dernière séquence, mais tout au long de la pièce, il y a une playlist assez efficace. Tu viens de faire Les Producteurs, l'adaptation de la comédie musicale de Mel Brooks. Et nous, on connaît bien Pim Poum le petit panda, ouais. qui parle aussi. Qui parle aussi. Donc on peut expliquer, c'est un court-métrage dans le cadre de l'Adami, où en fait des réalisateurs proposent à des jeunes acteurs primés de participer à un court-métrage. Donc Pim Poum, c'est une troupe qui fait un spectacle de goûter d'anniversaire. Tout à fait. Et qui est une comédie musicale autour de Pim Poum le petit panda. Et du coup, on se demandait, est-ce que on doit s'attendre à voir naître une comédie musicale d'Alexis Michalik un jour?
Peut-être un jour, mais c'est tellement dur et exigeant que je sais pas si un jour je me lancerai dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique est primordiale dans tous mes spectacles, dans toutes mes œuvres d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui va dans le sens du rythme aussi. En fait, j'utilise la musique au théâtre comme en général on l'utilise au cinéma. Et c'est aussi ça qui amène le côté cinématographique, c'est que au cinéma, il y a un score qui va faire 40, 50 minutes sur un film. Au théâtre, c'est plus rare. On va dire que on peut avoir des pièces qui n'ont aucune musique, on peut avoir des pièces qui ont des musiques uniquement de transition entre deux scènes. Moi, vraiment, j'utilise la musique comme moyen de soutenir l'émotion ou d'amener le rythme ou d'amener un souffle. Sur Le Porteur d'Histoire, c'est une création de Manu Pesquine. Sur Le Cercle des Illusionnistes de Romain Trouillet et de Montpareil. Ça a été à chaque fois, en général, c'est des créations. Je fonctionne comme un réalisateur de cinéma, mais à l'envers. C'est-à-dire que le réalisateur de cinéma, une fois que le film est monté, il va dire bah là, tu vois, ce serait bien qu'il y ait de la musique là pendant 3 minutes. Moi, je vais faire ça, mais avant que les répétitions démarrent. Je vais dire bah voilà, tu vois là, ça va durer 3 minutes cette scène. J'aimerais bien une musique de 3 minutes et les acteurs, ils vont apprendre à jouer sur cette scène et sur cette musique et ils vont devoir respecter le tempo de cette musique. C'est pour ça aussi que les spectacles restent dans le bon rythme. Mis à part Intramuros, sur lequel il y a un compositeur qui est au plateau. Raphaël Charpentier qui a donc créé il y a un homme orchestre en fait sur Intramuros et donc il joue piano, guitare, thérémine, enfin des instruments un peu improbables, c'est lui qui envoie les sons, etc. Mais comme il est au plateau, en fait il joue en live avec les acteurs et donc ils sont un peu codépendants et donc c'est le seul spectacle qui peut prendre 10 minutes de plus parce que les acteurs peuvent décider de jouer un peu plus lentement, etc. Alors que les autres c'est réglé sur du papier à musique. Et pour Une histoire d'amour, comme c'était une histoire assez contemporaine, je me suis dit j'ai envie de faire une playlist. Donc on est parti non pas sur une composition, mais sur une playlist de tubes entre guillemets ou de la soul. Voilà, de la soul et puis des chansons de Rihanna quand elles sont en boîte, etc. À chaque fois, je me pose la question qu'est-ce que je vais faire comme musique, qu'est-ce qu'on va amener comme musique. C'est vraiment un truc. C'est une des premières questions que je me pose. Et d'ailleurs, dans Une histoire d'amour, la dernière chanson, la première chanson qu'ils chantent, qu'on chante ensemble, c'est Pourtant de Charles Aznavour. Quand j'étais en train d'écrire cette pièce, j'en parlais à la fille avec qui j'étais à ce moment-là, qui m'a dit mais tu connais cette chanson de Charles Aznavour? Je dis non, et j'ai écouté la chanson et je me suis dit mais ça parle exactement de tout ce que j'ai raconté. Donc j'ai découvert la chanson après avoir écrit le spectacle et en fait ça collait tellement que je me suis dit bon bah on va rentrer, on va chanter cette chanson et ça va être logique. Ça fait le générique d'entrée. Ça fait le générique d'entrée et le générique de fin. Quand le public se lève, on rechante la chanson. Et on tombe sur la surprise parce qu'on s'y attend pas. Quoi. Voilà. Et qu'on réécoute un peu tout ça. Quoi. Quand on s'assoit dans la salle et qu'on voit les 5 micros alignés, on se pose tout de suite une question. Quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Dans Une histoire d'amour, il y a aussi la question de la FIV. Mm-hmm. Et j'ai remarqué que c'était un thème récurrent. Parce que, en fait, Avril, elle a aussi fait une FIV. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est des clins d'œil? Ou est-ce que d'un seul coup, tu découvres comme mince, j'ai un sujet? Non, je découvre. Non, je pense que c'est surtout que c'est un moyen c'est un truc. Voilà, le fait que Avril elle se fasse une fille, ben la question c'est qui est le papa quoi. Donc c'est comment est-ce que quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré peut se retrouver être le père biologique de. Il y a souvent c'est dans Intramuros aussi, c'est pas la fille mais il y a qui est le père biologique d'Alice. C'est un ressort quoi. Il y a souvent le en fait mon père c'est toi. Donc ça c'est un truc. Je suis ton père. Je suis ton père. Ouais, c'est un truc. Qui revient de manière assez récurrente dans les histoires, même dans Le Porteur. Alia, au final, c'est la descendante de. Voilà, on va pas tout dévoiler, mais il y a souvent ce ressort utilisé, ouais. Pas dans Une histoire d'amour, parce qu'au final, on s'en fiche de qui est le père. Mais d'ailleurs, j'avais eu des remarques de quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais tu sais, le père biologique, ça, c'est pas le vrai père, en fait, on s'en fout. Je dis, bon, d'accord, ok. Donc la scène, la pièce d'après, bah voilà, c'était pas ça qui comptait, quoi. C'était le père spirituel. Donc l'oncle devient le père de la petite, alors qu'évidemment, il n'a rien à voir avec la génétique. Donc c'est pas un sujet qui était un. Non, c'est pas la FIV qui est le sujet, mais effectivement, la maternité, la transmission, la paternité, ça, c'est un truc qui revient quasiment tout le temps, parce que c'est des sujets essentiels, parce que c'est l'héritage, le poids de l'héritage, c'est l'identité, c'est des thématiques qui reviennent tout le temps dans mes spectacles, mais parce que ça parle à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a cette question de transmission, héritage, parents, enfants. Ouais, c'est la vie, quoi. Et dans Edmond, le film, ça commence par Edmond qui regarde les vues animées au cinéma en se disant, mon Dieu, ça va remplacer le théâtre. Ouais.
Sujet qu'on retrouve aussi dans le cercle des illusionnistes. Est-ce que tu es en train de créer un Michel Verse où en fait il y a des liens entre chaque œuvre? Oui. Ouais, mais j'aime bien les clins d'œil. Ouais. J'aime bien les petits clins d'œil, les gens qui vont voir les spectacles et qui disent ah tiens t'as vu il y a ça qui est pareil et tout. Il y a souvent des clins d'œil à Shakespeare aussi puisque c'était les premiers spectacles que je montais, Figaro, Dumas. Enfin il y a plein de petits clins d'œil pour ceux qui connaissent tous mes spectacles. Il y a un personnage, il y a toujours un personnage qui s'appelle Jeanne. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, des petits Easter eggs comme on dit. Mais non, je suis pas assez génial pour avoir planifié un truc. T'as pas un grand plan? Non, je vais pas sortir les Eternals avec Edmond et Dumas. Ça serait bien. Ce serait pas mal. Ouais. Il y a quand même un sujet qui nous parlait beaucoup plus important que le easter egg, c'est que finalement le héros du porteur d'histoire, c'est un conteur. Mm-hmm. Le narrateur dans le cercle des illusionnistes est très présent, le metteur en scène dans Intramuros. Edmond est en train d'écrire, même les producteurs, finalement, quand tu choisis, ils sont en train de faire la première presse. Est-ce que au final, dans ce que tu racontes, le sujet qui t'intéresse le plus, c'est pas le conteur? Bien sûr. Bah, c'est le récit. On parle toujours de ce qu'on connaît en fait. On parle toujours on parle jamais mieux de ce qu'on connaît que de ce qu'on connaît quoi. Et oui, il y a toujours un côté un peu méta théâtre quoi. Je parle toujours du théâtre dans mes pièces. Je parle toujours du pouvoir du récit. Mon héros, c'est jamais un héros un peu mal alpha quoi. C'est toujours un artiste au service d'eux, toujours un amoureux, c'est plutôt les héroïnes, les alphas, quoi. C'est Avril, donc c'est, ouais, il y a quelque chose d'un peu, je pense lié à l'enfance. Moi, mon père est peintre, ma mère, c'est elle qui bossait, qui faisait tourner la maison, donc il y a quelque chose d'assez, qui se transmet, quoi. Et quand tu vois justement la puissance du récit et aujourd'hui l'écoute que tu as, est-ce que tu te dis, tiens, dans mes prochaines pièces, je vais devoir parler de la société, avoir un discours politique, m'engager? Par exemple, dans Une histoire d'amour, il y a un couple, il y a un couple de lesbiennes, mais au final, quand on me dit pourquoi des lesbiennes, pourquoi pas? Oui, c'est ça en fait. Mais je pense que c'est déjà politique, hein, justement de dépeindre une société actuelle sans que ça soit la question en fait. Non, je me dis pas, tiens, je vais aborder ce thème. C'est jamais le thème qui commence, c'est toujours l'idée qui influe sur l'histoire, mais il se trouve que parfois, le thème il est actuel et puis parfois il ne l'est pas. Mes 3 premières pièces, c'était un peu ma trilogie de la Belle Époque, on va dire, entre Edmond, le porteur, le cercle. Ça se passe beaucoup autour du 19e siècle. Et puis là, Intramuros, Une histoire d'amour, on est plus contemporain et peut-être la suivante sera aussi contemporaine, ou on verra. Mais c'est jamais le thème qui est le début de l'idée. C'est toujours d'abord une idée. Ah tiens, est-ce que cette idée, elle ferait pas une bonne histoire? Ok, on va développer un peu cette histoire. Ah ça y est, j'ai mon début, j'ai ma fin, j'ai mon milieu. Bon, et maintenant de quoi ça parle en fait? Et ensuite naît le thème. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? À 14 ans, j'avais un MacBook, non pas un MacBook, un Mac Plus, je crois, un petit ordinateur en noir et blanc et j'écrivais plein de trucs quoi. J'ai lu que tu donnais des cours de roller pour t'acheter ton ordi. Ouais, je donnais des cours de roller au Paris Hockey Club dans le 18e, gymnase Ronsard. Et je me suis acheté mon ordi et puis j'écrivais des scénarios, des pièces, des petites scénettes, des trucs, des nouvelles, puis des romans. Vraiment, ado, c'était un peu je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était mon truc, quoi. Je rentrais, j'allais donner mes cours de roller, puis après j'écrivais 10 000 caractères, juste parce qu'il fallait que je termine, parce que j'avais une grande œuvre, parce que le temps passait, parce que je me disais, ah là là, j'aurais pas le temps plus tard. Mais il y a toujours ça chez toi, non? Il n'y a pas une sorte d'urgence de faire beaucoup de choses, de dire tout ce qu'il y a à dire vite? Ça s'est calmé un peu quand même, hein. Ça s'est calmé à partir du moment où les choses commencent à marcher. On se dit, maintenant je vais prendre le temps de terminer une pièce, et puis ensuite une autre, et puis voilà, je l'ai pas. Mais oui, clairement, ado, il y avait ce truc-là. Voilà, je faisais 1000 trucs. Mais ce qui est marrant, c'est que j'écrivais beaucoup, mais j'avais pas le rêve d'être auteur ou écrivain ou d'ailleurs réalisateur. C'était Tu faisais lire ce que t'écrivais? Ouais, je faisais lire et personne ne me disait ah là là quel génie quoi. Vraiment, c'était plutôt un truc. Mon père disait ouais bon, tu peux faire mieux. Et puis mes petits camarades à l'école, ils disaient ouais c'est pas mal ouais, mais bon c'est pas Marc Lévy quoi. Donc j'étais là, bon d'accord ok. Et puis au fur et à mesure, en fait l'écriture me servait à chaque étape des trucs que je faisais de création, mais moi je voulais être acteur quoi, je voulais juste être acteur. Et puis un jour j'ai monté un premier spectacle et puis finalement un deuxième et puis tu te rends compte que ah tiens ça parle à des gens, bon je vais continuer. Et le jour où j'ai fait le porteur d'histoire et tout à coup
j'ai eu le sentiment que ce que j'écrivais pouvait intéresser des gens, et vraiment il y a eu un truc de ah bon, ah d'accord, bon bah je vais continuer à écrire alors. Et au final voilà, je me suis retrouvé à être auteur et réalisateur et metteur en scène, alors que c'est des métiers dont je rêvais pas étant ado, quoi. Beaucoup de gens dans ma classe voulaient être réalisateurs, mais plus pour la fonction que pour vraiment raconter des choses. Et moi, j'étais là genre non, moi je veux être acteur, quoi, point. Et puis en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que cette partie-là, metteur en scène, auteur, prenait de plus en plus de part importante dans ma vie. Et puis surtout que voilà, que on m'a jamais dit oh là là, ton interprétation dans ce téléfilm sur TF1 m'a bouleversé. Alors que les spectacles, au moins, ils pouvaient provoquer ce genre de réaction, quoi. Est-ce que c'est pas lié aussi, t'as un physique de jeune premier, beau gosse? De quoi? Le fait de pas avoir un... Que les gens t'aient pas forcément donné le rôle terrible et ténébreux qui va donner un Oscar. Ouais, peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est peut-être ça qui a fait que je me suis consacré à créer des choses, puisque je me disais bon puisqu'on me donne pas des rôles, je vais pas perdre mon temps, quoi. J'allais pas perdre mon temps à aller faire la fête et juste attendre le temps qui passe, qu'on me donne ma chance. Non, j'avais envie de faire des choses, quoi. Je me souviens qu'à 18-19 ans, juste après avoir fait Juliette et Roméo, j'avais réalisé un long métrage, entre guillemets, où vraiment un polar avec ma petite caméra tri-CCD que je m'étais fait chier à monter tout seul sur iMovie derrière. Et voilà, et bien sûr c'était hyper amateur avec plein de défauts, etc. Mais au final, le simple fait d'être allé au bout d'un projet, c'est symptomatique, quoi. Il y a quelque chose où souvent quand voilà, je fais un peu des masterclass où on me demande un peu des trucs sur la création, sur écrire, sur monter, réaliser, tout ça. Et le plus dur, c'est d'aller au bout. Le plus dur, c'est d'aller au bout d'un projet et puis ensuite d'aller au bout du projet d'après, puis ensuite d'aller au bout du projet d'après. Et en fait, quand on fait ça, il y a un moment où on se rend compte qu'on est payé pour ce qu'on fait, quoi. Et qu'on est devenu auteur, metteur en scène, réalisateur, créateur. Avec le recul, est-ce qu'il y a un truc que tu trouves que tu as très très bien réussi dans ton œuvre? Moi, le vrai truc dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à fédérer autant de gens, etc. C'est ça la vraie fierté, c'est d'arriver à faire bosser autant d'acteurs et autant de ça, c'est le truc le plus dingue. En fait, à chaque fois, c'est des moments dans chaque spectacle. Tu vois, il y a un moment dans le porteur d'histoire quand ça commence à s'emballer et qu'il découvre ce qu'il y a dans le cercueil et que je me dis ouais bon là vraiment à chaque fois je me fais avoir alors que j'ai écrit le truc. Il y a un moment dans Intramuros à la fin où vraiment quand c'est bien joué, je vais pleurer alors que c'est mon truc, quoi. C'est des Tu moments... te fais encore capter par les acteurs. Ouais, c'est des moments de grâce, en fait. C'est des petits moments de grâce où tu fais, voilà, tout ça, c'est souvent quand on écrit, quand on crée pour le climax, pour la fin, pour le moment où ça va exploser, etc. Et donc, c'est ces petits moments de grâce où je me dis, voilà, ça, c'est le meilleur moment de la pièce et c'est le moment où là, l'attention, elle est au max et où je vois le public pleurer et où je les entends rire. On construit cette histoire pour ces genres de petits moments de grâce, quoi. Est-ce que des fois tu redécouvres quelque chose dans une pièce, genre quelque chose que tu n'avais pas prévu au moment de l'écriture et avec l'interprétation, avec le moment de grâce justement, tu dis tiens en fait ça parle de ça ou je vois quelque chose que j'avais pas vu au départ, ou c'est toujours quand même très proche de ce que tu avais en tête? Non, mais disons que quand même, je veux dire la dernière partie des répétitions, on voit beaucoup de fois la pièce, quoi. Donc il y a tu l'as déjà poncé, quoi. Ouais, tu la connais un peu, quoi, quand elle démarre. Après, ça m'est arrivé, je me souviens, le porteur d'histoire de changer la fin après genre 1 ou 2 ans, je crois, Ah ouais? comme ça. Mais pas toute la fin, mais un petit détail de la fin, quoi. Mais un détail important. À la fin, il allait déterrer, on va dire, le trésor à un endroit, et je me suis dit mais non, en fait, il faut qu'il aille le déterrer ailleurs, c'est logique. Donc voilà, donc j'ai changé l'endroit où il allait déterrer le trésor. Donc je dis à Tomo, voilà, on va changer un peu le texte, les gars. Ça faisait déjà 2 ans qu'il jouait au spectacle, quoi. Et du coup, tu trouves ça mieux depuis? Ah bah ouais, bien sûr, évidemment. Ouais, non, c'est parce que je me disais bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, quoi. Mais c'est ça qui est bien avec le théâtre, c'est que tu peux changer la fin en cours de route. Alors que quand ton film il est fait, ouais. Bon, ça fait un peu bizarre aux acteurs, mais Edmond, j'avais fait ça aussi, j'avais coupé un peu, je crois. J'avais quand j'ai commencé à adapter le film, la pièce en film, je me suis dit mais c'est vrai que ça c'est un peu long. Et donc j'ai dit aux acteurs bon les gars, on va couper telle scène, on va couper ça. Donc les gens qui ont vu Edmond la pièce au tout début, ça devient méta parce que Edmond lui-même il est en train de d'écrire au fur et à mesure. Ouais, mais c'est marrant, hein. Mais bon, voilà, il y a des fois où l'épiphanie vient après, quoi. Et l'avantage, effectivement, d'avoir des trucs qui jouent longtemps, c'est qu'on peut quand même continuer à influer dessus. Après, quand la pièce marche, évidemment qu'il y a moins de pression. Si ça marche, on se dit bon, ça marche. Ça sert à quoi de revenir en mettre le nez dedans vu que ça marche?
Si ça marche pas, c'est là que je pense que c'est là que tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour la rendre meilleure. Et évidemment qu'il y a des choses où parfois on entend un retour et on va se dire ah oui tiens il a raison, bon bah je vais changer ça. Hein, par exemple, je me souviens dans Edmond, il y avait une réplique où il disait c'est Edmond qui est chez Coquelin et qui essaie de le convaincre de monter la pièce et il dit aucun vent ne peut t'enrhumer né magistral excepté le Mistral. Aucun vent ne peut né magistral t'enrhumer excepté le Mistral. Et Coquelin disait le Mistral, ce Cyrano est donc Gascon. Alors justement, il disait et donc Gascon. Et là, quelqu'un m'a dit bah non, le Mistral c'est la Provence. Et j'ai dit ah d'accord, bon bah je vais changer. Donc maintenant il dit ah ce Cyrano est donc provençal et Edmond répond Gascon. Et on est bon, on a ce qu'il faut. Donc ouais, quand c'est un truc constructif, c'est pourquoi pas, on peut complètement changer quoi. Là sur les producteurs, tu as fait une sorte de semaine d'avant-première de répétition avant la date officielle. Est-ce que tu as été les voir? Bah évidemment. Et est-ce que en fonction des réactions du public, tu te dis tiens, on doit changer ça dans la mise en scène ou c'est un peu tard dans l'état du spectacle? Non, on a fait exactement ça. Ouais, c'était le principe. Mais même sans les réactions du public, en fait, c'est simplement que la comédie musicale, il y a tellement de trucs qui se rencontrent à la fin, genre l'orchestre de 7 musiciens, on les a vraiment à la fin, quoi. D'avoir une semaine où on peut avoir des vrais filages avec un peu de public pour nous donner un vrai retour, c'est hyper précieux parce qu'effectivement, on peut continuer à changer des choses, resserrer des chorés, couper un petit truc à droite à gauche, et puis changer aussi des répliques. Ça a été très utile aussi. Certaines punchlines où on s'est dit ah mince, ça marche pas. Bon, comment on fait? Bon, bah, on va la transformer, on va essayer. Tiens, essaye ça ce soir-là. Puis il essaye. Puis ça marche pas. Bon, essaye ça ce soir-là. Puis il essaye ça. Puis là, ça marche. Gros rire. Bon, ben, on garde ça. Est-ce que tu as beaucoup collaboré avec Mel Brooks ou très très peu? Non, Mel Brooks, il a 95 ans. Est-ce qu'il y a eu un échange? Ouais, on s'est eu au téléphone il y a quelques mois, ce qui était génial. Et parce que, bon voilà, déjà pour prendre contact. Et puis moi, j'avais envie de lui demander l'autorisation de couper une chanson. Voilà. Donc, je savais que ça allait être un peu touchy. C'est toujours touchy. C'est quoi sur le personnage féminin? Non, une chanson que j'ai eu le droit de couper. Donc vous n'avez pas vu. Non, mais une chanson qui récapitulait un peu tout ce qu'on avait déjà vu et qui est un numéro pour une star de Broadway. Mais comme on n'a pas de star de Broadway, ben, en fait, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, donc j'ai essayé de lui dire est-ce que c'est possible de couper cette chanson? Et puis une fois que j'ai plaidé ma cause, il m'a dit non, mais je comprends ce que tu essaies de faire. Tu essaies de faire un théâtre de troupe, il n'y a pas de souci, ok, vas-y. Et puis même si tu as d'autres choses à couper, enfin voilà, je lui ai dit moi, ce que je voudrais, c'est faire un spectacle de moins de 2 heures sans entracte. Là où à Broadway, c'est plutôt 2h30 avec entracte. Il y a d'ailleurs une blague dans le spectacle sur l'entracte, puisqu'il voilà. Il y a un faux entracte. Ouais, un faux entracte. C'est ça, exactement. Alors c'est marrant parce que dans le pitch qui est sur Internet, on va pas jusqu'au bout de ce qui se passe et donc je vais pas en parler. Mais je me suis dit si quelqu'un entrait dans la salle maintenant sans savoir ce qu'on est en train de regarder, c'est sûr, ça serait très bizarre. Bah, c'est-à-dire qu'il monte le spectacle, quoi. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense que la mise en abîme fonctionne très très bien. Bah, on voulait pas du tout qu'il y ait des images de ça qui soient diffusées sur les télés, quoi, parce que c'est effectivement hors contexte, c'est très étrange. Bah oui. Voilà. Et toi, t'étais plus fan de la pièce, du film original ou du remake récent avec Nathan Lane et Matthew Broderick? J'ai découvert d'abord le remake en 2005. J'ai vu le film et je me suis dit, en voyant le film, mais ça devait être une comédie musicale Broadway de dingue. Je me suis dit le film a des défauts, il a pas trop marché parce qu'il était justement très théâtral, mais je percevais le show que ça devait être et je lisais les reviews et la folie qui se passait autour de ce spectacle qui a été un carton phénoménal. Je me suis dit mais c'est dingue quand même, c'est dingue ce spectacle, pourquoi ça n'a pas été monté en France quoi. Et voilà. Jusqu'ici on a beaucoup parlé de l'histoire et du récit. On dirait qu'on s'attarde un petit peu sur les personnages. Comment est-ce qu'on construit un bon personnage? C'est marrant, c'est une question tellement théorique que je me la pose jamais. Moi, j'essaie de créer les personnages que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a des personnages emblématiques, on les aime parce que. On les aime pourquoi, mais c'est pas des trucs que je vais théoriser. Je vais partir sur mon histoire, je vais imaginer où va cette histoire, et en fait, au fur et à mesure, le personnage va naître et toutes ses facettes, toute sa personnalité va apparaître. Il y a un exercice qu'on fait au théâtre qui s'appelle une naissance, surtout en masque. Quand on fait du théâtre de masque, où on va asseoir le personnage sur une chaise et on va lui poser des questions. Bon alors bonjour, comment tu t'appelles? Et en fait, l'acteur va répondre en personnage. En posant ces questions-là, on va développer un peu sa vision du personnage, mais aussi on va l'aiguiller sur ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, donc toi, t'as quel âge? Il va me dire, j'ai 41 ans. Je vais lui dire, je pense que t'as plutôt 45. Il va me dire, j'ai 45 ans. Il va rester dans le truc.
Puis au fur et à mesure, je vais aussi lui dire, mais tu sais, je crois que ta voix là, elle est un peu haut placée. Peut-être que tu peux la descendre un peu, trouver un truc un peu plus organique. C'est quelqu'un qui travaille la terre. Puis voilà, de fil en aiguille, en fait, le personnage va apparaître à nos yeux. Mais je pense que quand on a une bonne histoire, on a des bons personnages, en fait. Mais encore une fois, le principe, c'est l'histoire. Et pour les dialogues, comment tu fais quand t'écris pour te dire, tu les joues Les dialogues, pour moi, c'est la partie la plus simple, quoi, on va dire. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est quelque chose d'hyper, je sais pas, c'est très simple et très organique et très fluide. Mais ça, pour le coup, tout le monde fait pas pareil, évidemment. Mais par exemple, quand je vais écrire un scénario, normalement, on passe par synopsis court, et puis synopsis long, et puis synopsis détaillé, et séquencier. Et un séquencier, c'est donc toutes les séquences écrites, mais il n'y a pas encore de dialogue à ce moment-là. Et moi, souvent, je saute 2-3 étapes, quoi. J'ai mon histoire, et une fois que j'ai mon histoire dans ma tête, j'attaque. Et je commence à écrire le scénario parce que je suis plus à l'aise d'écrire une scène avec les dialogues que sans, quoi. C'est comme si ça se nourrissait. Par exemple, quand on a créé Intramuros, donc je l'ai fait au plateau. Donc j'aurais dit, voilà, j'ai mon histoire que je vais vous raconter et je vais vous faire un séquencier. C'est-à-dire que je vais vous faire grosso modo par scène ce qui va se passer dans cette histoire, mais on va créer les dialogues au plateau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire, toi tu joues ça, toi tu joues ci, toi tu joues ça dans cette scène. Je vais vous dire à chaque fois au début de la scène, bon bah l'histoire c'est ça, toi t'arrives à ce moment-là, il faut que tu lui dises ça, il faut qu'à la fin il se passe ça. Maintenant allons-y. Et en fait, du coup, ils vont commencer à improviser, mais improviser sur ce thème très précis. Et puis moi, je vais les diriger au fur et à mesure. Je vais dire non, attends, reprends, dis plutôt ça. Non, attends, démarre plutôt comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure des répétitions, vu qu'on refait et que moi je les dirige, en fait, de plus en plus, il commence à y avoir des dialogues qui existent, qui sont nourris de leurs propres propositions, mais qui sont au final très influencés par ce que je vais leur dire. Et quel avantage ça a? Ça a l'avantage de créer cette scène de manière à ce qu'elle ne soit pas assujettie au dialogue. Normalement, quand on crée une scène de théâtre ou de cinéma, on a des dialogues et on dit, bon, bah, il y a ces dialogues, comment on les filme, quoi. Là, non, c'est pas ça, c'est on crée à partir de la situation et ensuite les dialogues naissent et tout se crée en même temps. Et donc, il y a cette impression très naturaliste. En fait, c'est très réaliste et parce que évidemment ça a été créé au plateau, quoi. Donc c'est très instinctif. Du coup, la mise en scène influe sur le dialogue. Voilà, et inversement. Et quand je rentre chez moi, la dernière fois qu'on fait la scène, on l'enregistre en dictaphone. Mon assistante va me la mettre sur papier et moi je vais par texte, toi. Et je vais rentrer, je vais prendre mon ordi et là je vais réécrire la scène. C'est-à-dire je vais peaufiner un peu, je vais garder certains trucs, couper d'autres et puis ça va devenir un objet littéraire, quoi. Mais ça, pourquoi ça me plaît tellement? Parce que je suis metteur en scène et auteur. Donc les deux s'entrecroisent. Et c'est pas toujours le cas. Un auteur de théâtre, il est pas forcément metteur en scène de la pièce. Que lui, ça va être son truc, ça va être le dialogue, etc. Mais il va pas forcément imaginer la scène telle qu'elle est mise en scène, quoi. Moi, c'est mon cas. Je suis un auteur metteur en scène. Donc ma façon de créer, elle est très organique, quoi. Maintenant, on va passer un petit peu à des conseils. C'est quoi la dernière bonne histoire que tu as lue, vue ou entendue? La chose qui t'a marqué? J'ai vu 2 trucs qui se passaient en hôtel, là, The White Lotus et Nine Perfect Strangers, où je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal comment ils amènent l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ils sont défoncés par la critique aux États-Unis, mais moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça allait très loin, que la façon dont ils amènent, justement, ces personnages, je trouvais, étaient extrêmement bien foutus, bien dessinés, très bien interprétés, très bien écrits. Non, j'ai vraiment adoré cette série de bout en bout, mini-série d'ailleurs, qui se termine C'est bouclée. marrant parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est une série qui est très basée sur les personnages, Ouais. très basée sur le casting, parce qu'ils sont excellents, Ouais. mais sur Mais lequel c'est une le série de plot... Oui, mais c'est une série de troupes. C'est-à-dire que c'est pas juste un personnage, c'est tout le monde à son moment et tout le monde existe. Oui. Et Mais il n'y a pas, finalement, toi qui es très marqué par l'histoire, le plot en lui-même est assez petit. c'est pas petit. Moi, je trouve que si on prend Edmond, c'est simple. C'est l'histoire d'Edmond qui raconte Cyrano, qui écrit Cyrano. Donc c'est pas un plot fou, quoi. On sait qu'à la fin il va faire la pièce, on sait que ça va marcher. La difficulté scénaristique, c'est pas forcément dans la surprise permanente. Là, la difficulté scénaristique dans Edmond, c'est comment j'arrive à raconter Cyrano et à mettre Cyrano au cœur de la vie d'Edmond et à entremêler ces deux choses pour que un public qui n'a jamais vu Cyrano ait quand même accès à l'histoire de Cyrano et qu'elle s'entremêle avec la vie d'Edmond. Et c'est en ça qu'il y a une mise en abîme et un petit travail de dentelle. Et je trouve que dans Nine Perfect Strangers, il y a ce travail de dentelle dans la vie de chacun des personnages et comment chacun va arriver avec ses problématiques psychologiques et profondes et comment ils vont arriver à résoudre ces problématiques d'une manière qu'on découvre en voyant la série. Mais et c'est en ça que je trouve que c'est de la dentelle.
Sinon, il y a 1000 séries où j'adore, où l'histoire me tue à chaque fois. Rick and Morty, je trouve qu'ils sont trop forts. L'une de mes séries préférées en termes d'écriture, c'est une série animée, c'est BoJack Horseman. Je trouve ça fabuleux ce qu'ils arrivent à faire en partant d'une sitcom et en fait en plongeant dans des thèmes liés à la dépression, liés à des trucs hyper profonds. À l'héritage aussi, et la parentalité. Ouais, à tout, quoi. La parentalité, puis voilà, tout ce que ça dit sur le métier, etc., sur la vanité du métier, c'est tellement brillant. Je trouve que les séries de comédie américaines sont souvent brillamment écrites, et surtout celles qui basculent vers autre chose que de la pure comédie, quoi. Alors à l'inverse, est-ce qu'il y a un pitch qui t'avait vraiment plu, que t'avais vraiment envie de voir, et au final t'as été déçu? Et si oui, pourquoi? J'ai pas vu assez de trucs pour récemment là pour avoir un truc qui me vient en tête, mais souvent c'est plus je décroche, quoi. Je vais lancer un film sur Netflix ou autre, et puis vraiment au bout de 5 minutes je vais me dire bon, c'est bon, j'ai compris, je m'ennuie, j'arrête. Donc on en revient à la question de l'ennui. Ouais. Bah surtout quand je me dis bon, je sais comment ça va se terminer. En fait, je vois la paresse scénaristique, je vois la paresse dans la réal, et inversement, je vois quand il y a pas de paresse. C'est ça qui m'excite, c'est ça qui me plaît, et je me dis genre ah ok, là ça me stimule, là je vois qu'ils se sont donnés corps et âme. Le problème c'est quand il y a une paresse scénaristique, ben le reste va avoir du mal à le rattraper, quoi. Même quand c'est brillamment réalisé, dommage, quoi. Au service de quoi. C'est quoi le meilleur conseil d'écriture que tu aies reçu? Je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup reçu de conseils d'écriture, mais donné. Quand on me demande, souvent on me dit j'ai envie d'écrire, comment je dois faire? Je dis juste, écris. Il n'y a rien d'autre à faire que écrire, en fait. L'avantage de l'écriture, c'est que ça coûte pas cher, ça prend que du temps, et tout ce qui compte, c'est d'écrire. C'est-à-dire, voilà, écris, va au bout d'un projet, et puis relis-le, et puis réécris, et puis réécris, et puis après passe au projet suivant, et puis continue d'écrire. Non, si, il y a ce film, Finding Forrester, avec Sean Connery, ouais. où justement il joue un écrivain. Il apprend un peu à l'autre à écrire, et au début, le jeune n'a pas trop d'idées, et il lui colle un truc dans les mains, il lui dit vas-y réécris. Et il lui donne des débuts de phrases et débuts de texte, et il lui dit lance-toi. Et moi j'avais ce truc là où effectivement ado, je me forçais à écrire 10 000 caractères par jour, quoi. Je sais plus ce que ça fait 10 000 caractères, mais ça fait 5 pages, un truc comme ça. Et je me disais, voilà, tous les soirs, il faut que tu écrives 5 pages. De ton roman, de ton journal intime, de ce que tu veux. Enfin, c'était plutôt sur le roman. Il faut que tu écrives 5 pages. Bon, je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas quelle force de la nature m'a dit, vas-y, fais ça. Mais forcément, en fait, on prend le pli, quoi. On prend le pli, on écrit. Et même quand on écrit mal, si on écrit et qu'on écrit, il y a un moment où quand même ça va finir par s'améliorer, quoi. Où on va épurer, il y a un moment où on va aller à l'essentiel, il y a un moment où on va se poser les bonnes questions, et il y a des choses qui vont apparaître. Quand on veut écrire, il faut écrire, quoi. Il faut pas se poser la question. Le piège, c'est ça, c'est les gens qui ont une super idée et qui la gardent pendant 10 ans. J'ai une phrase que tu vas peut-être nous expliquer. Tout venin vient d'une frustration. Ah, c'est drôle. Bon, ça c'est plus lié à la critique, je pense. Attends, déjà, est-ce que tu peux nous donner l'auteur de la phrase? Oui, c'est moi. Quand on crée, quand on est créateur, quel que soit ce qu'on fait, qu'on écrit, qu'on fait de la BD, qu'on fait de la musique, n'importe quoi, on est soumis immédiatement à la critique de tout le monde, hein, puisque tout le monde est un critique. Et on est soumis parfois à aussi des compliments ou à l'appréciation, etc. Et en général, quand quelqu'un vient nous voir pour nous dire un truc méchant, c'est pas constructif. C'est pas quelque chose qui vient d'une volonté d'aider. C'est quelque chose qui vient d'une frustration personnelle. Moi, quand on vient me livrer une critique au petit-déj, c'est que ça vient d'une frustration. C'est pas juste un truc bienveillant. Et à partir du moment où ça vient d'une frustration, c'est à prendre avec de la distance. Parce que je sais reconnaître la différence entre quelqu'un qui a vraiment envie d'améliorer et qui va dire, tu sais, à tel endroit, tu penses pas que ça pourrait être mieux comme ça? Ah ouais, pas bête. Ou ouais, j'entends ce que tu dis, mais voilà pourquoi je le fais comme ça. Et quelqu'un qui dit non, mais ça va pas, et ça va pas, et ça c'est pas bien. Et bon, bah ok, donc en fait, si on n'aime pas, on n'aime pas, quoi. Mais a priori, en fait, moi, quand je vois une œuvre et que je la déteste, et que vraiment je me dis oh là là, c'est complètement raté, je sais même pas par où commencer, ben je sais qu'elle est condamnée à ne pas marcher, quoi. Je sais que les gens derrière cette œuvre, il y a des gens qui ont sué, il y a des gens qui, même s'ils se sont plantés, il y a des gens qui ont essayé de faire en sorte que ça fonctionne et que ça soit
un truc dont il serait fier. Et je sais qu'il y a une équipe, je sais qu'il y a des acteurs qui ont joué dedans, je sais qu'il y a plein de gens qui ont travaillé à ça. Et même si c'est pas bien, bah voilà, ça représente le rêve de quelqu'un ou le travail de quelqu'un. Et je n'ai aucun intérêt à aller voir la personne à la sortie pour la démolir. Et évidemment qu'elle va le subir elle-même et qu'elle va voir le résultat. Et quel intérêt j'aurais de faire ça, si ce n'est que moi, je suis aigri et j'ai quelque chose de méchant en moi. Donc tout venin naît d'une frustration. C'est qui le scénariste ou la scénariste que tu admires par-dessus tout? Nolan, quand même. Ouais, Christopher Nolan, franchement. Tous? Bah, peut-être pas tous, mais quand même, Memento, belle claque. Hein, On retrouve le modèle de la poupée russe. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça, hein, le Inception, génial. Enfin, cette idée des rêves, vraiment, c'est hyper malin. En fait, j'adore les scénaristes qui déconstruisent la narration, qui arrivent justement à raconter une histoire d'une manière complètement différente de la manière habituelle de raconter une histoire. Au théâtre, Wajdi Mouawad, ben, c'est en voyant ces pièces que je me suis dit, ah, en fait, on peut écrire au théâtre aujourd'hui, quoi. C'est en voyant sa trilogie Littoral, Incendie, Forêt qui est formidable, où justement, il fait un théâtre sur plusieurs époques, complètement fou, et qui, avec des sujets très lourds, et en même temps, de la comédie, et en même temps, il y a pas mal de scénaristes que j'admire. Mais ouais, au cinéma, je dirais Nolan. Audiard aussi, en France, quand même, qui arrive à chaque fois à se réinventer avec humilité, dans un autre genre, Nakache et Toledano, je trouve ça hyper bien ce qu'ils arrivent à faire. C'est pas les scénarios qui me sidèrent le plus, mais quand même, globalement, à chaque fois, c'est juste, c'est drôle, c'est rythmé, ça marche et c'est populaire et ça parle d'un sujet fort. Bah ouais, non, mais les scénaristes américains de séries que je citais, quoi, vraiment, souvent, quand je vois Aaron Sorkin, c'est brillant. Je sais ce que c'est le travail d'un scénariste sur une série, c'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est faux. Et alors, sur plusieurs saisons, c'est encore plus énorme, quoi. Et alors, comme on s'approche de la fin, est-ce qu'on peut avoir des idées de tes prochains projets? En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je parle d'un projet, ça se fait pas. Tu veux pas disperser l'énergie? Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je parle d'un truc et je dis, bon, je pense Ça que porte voilà, la poisse. mon prochain projet, ça va être ça. Et vraiment, je pense que je vais faire ça. Et puis, 10 ans après, c'est toujours pas ça. Et je suis là, genre, bon, bah, en fait, pourquoi j'en ai parlé? Au moment où j'ai écrit une histoire d'amour, j'étais en train d'écrire complètement autre chose. C'était vraiment que de la pure comédie contemporaine. Enfin, voilà, j'étais en plein dans l'écriture. J'étais là en train de me faire rire. Et puis, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus, cette rupture et ce truc. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, je peux plus écrire ça. Donc, je vais écrire quelque chose d'autre. Et j'ai changé, bifurqué, quoi. Et on crée aussi selon là où on est et ce qu'on ressent. Et aussi selon les trucs qui aboutissent et d'autres qui n'aboutissent pas, quoi. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que là, j'aimerais bien un jour faire une série de mon roman, loin. Mais le simple fait de le dire, ça veut peut-être dire que ça va jamais se faire, quoi. Donc, Et sans parler forcément de prochains projets, est-ce qu'il y a des médiums que t'aimerais aller ou t'aimerais t'y essayer? Parce qu'on a parlé de BD, de cinéma, de théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres médiums? Est-ce qu'il y a d'autres voies de narration que t'aimerais explorer? Bah, du coup, la série. la série, oui, bien sûr. La série, j'y ai touché un peu. Enfin, j'étais dans Kabul Kitchen et on avait fini par écrire quelques épisodes avec Benjamin Belcourt. Tu n'étais pas que photographe de guerre. Je n'étais pas que photographe de guerre. J'étais non, finalement, au bout d'un moment, on a un peu pris part aux décisions de la suite. J'aimerais bien la série, mais je sais aussi le travail que ça représente. C'est-à-dire, je sais que c'est pas 2 mois d'écriture et hop, pouf, allez, salut, quoi. C'est vraiment, on est parti pour un bon bout de temps, quoi. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la série. Mais oui, j'aimerais bien, ça m'exciterait pas mal. Pourquoi pas un truc de son, voilà. En fait, j'aime bien, comme moi, voilà, j'aime pas m'ennuyer, hein, comme on l'aura compris. Donc, il y a plein de trucs qui m'ont toujours vachement attiré, mais qui, n'auraient pas vraiment de sens. Mais genre, le stand-up, ça m'attire vachement. Le fait j'en regarde beaucoup, le principe de la comédie, mais bon, sauf que je suis pas très drôle, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est quelque chose qui m'attire. La forme m'attire. Mais quand je me projette dans l'idée d'un stand-up, ça peut être du seul en scène, hein, au théâtre, je me vois en tournée avec mon régisseur, et je me dis, oh là là, la déprime, le cafard, quoi. Il y a quelque chose comme ça aussi, c'est que quand j'ai sorti mon roman, j'étais hyper content d'être allé au bout, d'avoir écrit un bouquin, etc. Ça s'est bien passé, c'était super, j'ai fait des salons, machin. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très solitaire comme expérience. Quand on a une bonne nouvelle, on dit ah super, voilà, je me donne une petite tape dans l'épaule et puis j'ai personne avec qui la partager. Alors que quand on fait une pièce, quand on fait un film, en fait, on a une équipe, donc on est tous en train de célébrer ensemble et de subir les choses difficiles ensemble. Et je suis quand même plus un mec de troupe qu'un mec solitaire. Faudrait que ce soit des choses qui incluent une équipe, quoi. Pour finir, pourquoi est-ce qu'il faut aller au théâtre? Il faut pas aller au théâtre.
Mais c'est à nous, créateurs, de donner envie aux gens d'aller au théâtre par le contenu. De la même manière, il faut pas aller au cinéma juste pour aller au cinéma ou regarder des trucs pour regarder. En fait, nous, les créateurs, on a cette mission de, on va faire venir des gens voir des choses parce que c'est bien. Et je pense que le théâtre existera encore dans 10 000 ans. Là où je sais pas ce que le cinéma sera. Je pense que le théâtre a toujours existé. Il y a toujours eu des gens en représentation parce que ça nécessite simplement un public et des acteurs. On peut pas en dire autant du cinéma qui évolue déjà depuis 100 ans de manière complètement incroyable, alors que il y a 100 ans, quand on allait au théâtre, on allait déjà voir des pièces avec des projecteurs et des acteurs et ça fonctionnait à peu près de la même manière. Il y a évidemment eu d'autres choses depuis, mais concrètement, le théâtre sera toujours là. Là où on peut influer, c'est sur qui va au théâtre et comment on peut faire venir au théâtre des gens qui a priori n'iraient pas au théâtre parce qu'ils ont cette image de le théâtre c'est chiant, le théâtre on s'ennuie, le théâtre c'est cher, etc. Et c'est à nous créateurs d'arriver à lui ramener une image populaire et d'arriver à le rendre attractif. Je pense qu'il y a une grosse mésentente aussi sur le fait que la plupart des gens aujourd'hui qui écrivent ou qui créent vont être plus attirés par le cinéma ou la télé que par le théâtre. Le théâtre, même pour les créateurs, va avoir cette espèce d'image un peu poussiéreuse. Alors que pas du tout. Parce qu'au théâtre, en fait, on peut créer les choses pour beaucoup moins d'argent et on a beaucoup plus de liberté. On peut faire une pièce de 4 heures, on peut faire une pièce de 2 heures, on peut faire ce qu'on veut, en fait. On peut raconter une scène avec des galions qui s'entrechoquent. En fait, on a l'art de la convention pour nous. Ce dont on a besoin au théâtre, c'est d'auteurs et de gens qui n'ont pas justement du théâtre cette vision un peu fatiguée et poussiéreuse. Je pense que la raison pour laquelle mes pièces elles fonctionnent, c'est parce que moi j'ai toujours été passionné par le théâtre, mais aussi par le cinéma, mais aussi par la série, et c'est tous ces univers qui font que mes pièces elles parlent à un public jeune, un public qui est habitué à autre chose, et je pense qu'on a besoin de ce type d'auteurs, créateurs, jeunes metteurs en scène, jeunes qui se disent ah non, le théâtre en fait c'est pas ringard, ça peut être très sexy le théâtre, et ça a le gros avantage d'être en tout cas pour des scénaristes mieux payé que les scénarios, parce qu'au théâtre grâce à Beaumarchais en fait quand on fait un spectacle, l'auteur il prend 10% de la recette, tandis que sur n'importe quel scénario en France, c'est indexé sur 1% du budget. Donc au final, cette idée reçue du théâtre étant quelque chose un peu dépassé, un peu poussiéreuse, un peu regard, non, en fait, c'est quelque chose qui met beaucoup plus en valeur les auteurs que les scénarios et que les séries et que les films. Ça me paraît une super conclusion. Merci Alexis. Merci à vous. C'est ainsi que se termine notre dernier épisode de l'année. Nous remercions à nouveau Alexis Michalik pour sa confiance et son hospitalité, et nous espérons vous avoir donné envie d'aller au théâtre ou d'écrire. On vous remercie également d'être là, vous qui nous écoutez. D'ailleurs, à ce propos, si vous en voulez un petit peu plus, nous avons lancé la newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous envoyons par mail notre sélection de récits étonnants, émouvants, passionnants, découverts dans la semaine. Vous êtes plusieurs centaines à vous être déjà inscrits et nous vous en remercions. Vous pouvez retrouver le lien pour s'y inscrire dans la description de cet épisode et sur les liens de nos comptes Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est toujours de parler de nous et faire découvrir la machine à écrire à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. À bientôt.